poser vos questions. Merci d'abord de cette part superbe faite à la figure. Je ferai un lien d'abord avec la communication de Michel Collot, puisque Michel Collot a proposé de parler d'une porte, d'un seuil à travers lequel la parole voulait s'annoncer. Et vous, précisément, vous annoncez l'image correspondante de la brisure, de l'embrasure, par la fulgurance. Est-ce que, dans ce sens, est-ce que vous avez à peine prononcé le mot, vous accepteriez de dire il y a la valeur du sublime dans cette poésie, et voilà, elle annonce quelque chose d'assez rare, disons, sur le plan contemporain. Et la deuxième remarque sur les questionnements, vous les adressez un peu à Michel, s'il est autorisé à parler aussi, je ne sais pas, vous avez finalement proposé une poétique assez proche, avec la forme mobile, etc., d'Héraclite, du monde Héraclite. Hopkins est un médiateur, de ce point de vue. La nature est un feu héraclitain, etc. Est-ce que vous avez pensé un peu à cela, justement? Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, dans la mesure où j'ai lu cette poésie comme, d'une certaine manière, anti-platonicienne aussi, enfin en tout cas remettant en cause la pensée platonicienne. Et donc, Héraclite, oui, je pense que c'est une référence qui... Oui. Alors le sublime, je ne sais pas trop quoi répondre en fait à cette question sur le sublime. En tout cas, s'il y a sublime, il y a constamment une remise en question aussi de ce sublime, et quelque chose qui est tout près qui veut toujours en rester en contact avec le réel, avec cette rugosité du réel, et avec même parfois le quotidien, le plus humble. Donc il y a en tout cas constamment un mouvement. On ne reste pas dans un sublime. Je le lis pas comme ça. Je précise. Parce que, oui. Je pense aux études de Schiller, qui décrit ainsi. Oui. Sur le plan empirique, le poète en quelque sorte se heurte justement à un mur. Il ne peut pas réaliser la fulgurance tout le temps, ou aller de l'autre côté. Mais sur un plan moral et spirituel, par contre, c'est là que la fulgurance va intervenir, il touche à la liberté de le faire. Et ce serait en quelque sorte du sublime, non pas quelque chose de détaché, mais une relation qui reste indécidable entre l'un et l'autre. D'accord. Oui. 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 Je voulais reprendre finalement l'intervention de tout à l'heure sur le phénomène. Il y a une deuxième dimension qui m'est apparue très claire dans ce que tu as dit, c'est que l'éclat, c'est toujours quelque chose qui se donne en même temps qu'il se retire. C'est ça. Et il y a une dimension évidente dans la lumière de Jean-Paul Michel de visibilité et d'invisibilité. Et c'est ce qui m'intéresse au plus haut point pour le travail sur la métaphysique que je veux faire chez Jean-Paul Michel, c'est que si on regarde bien nos facultés, on s'aperçoit qu'elles sont toutes fondées sur un rapport de rapport. Or, un rapport de rapport est complètement invisible. Autrement dit, toutes nos facultés, que ce soit la sensibilité, la mémoire, l'imagination, l'intellect, sont habitées par un rapport de rapport invisible qui fonde le visible. Et je crois qu'il y a ça très fortement marqué dans le travail de Jean-Paul Michel, qui est justement qui nous met dans l'impossibilité de véritablement désigner si la métaphysique est transcendante ou immanente, ou une tension entre les deux. Oui, en tout cas, on est plutôt dans une tension, me semble-t-il, et dans cette saisie-dessaisie, toujours ce mouvement qui crée le tremblement, qui est simultané. Donc, je ne crois pas qu'il y ait ni transcendance, enfin, c'est vraiment tout le temps une tenue des contraires dans ce mouvement.
Oui. Oui, merci pour cette belle communication que j'ai beaucoup appréciée. Et alors, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'intrigue et je n'ai pas de réponse. Et donc, je vais poser une question qui n'a peut-être pas de réponse, mais bon. C'est au fond cette idée d'un appel qu'on trouve chez d'autres aussi. En particulier, je pense à Philippe Jacotet, qui nous explique que la poésie, pour lui, est liée à cet appel. Et tu as dit, même d'une certaine manière, l'événement ou le réel réclamait, Oui. tu as parlé d'injonction. Et c'est ça qui m'intrigue, parce que je suis tout à fait sensible à cette dimension d'une sorte de devoir-être. Et alors on le trouve spectaculairement, par exemple, dans ce texte que je regardais là à l'instant de Jean-Paul Michel, La vie crue sans phrase avait été perdue, sentiment d'un devoir énorme, un devoir, un dû, dans les deux cas, je dois, tout ça, les verbes et les substantifs en italique. Alors, de quoi procède ce devoir? Parce que on pourrait croire à une sorte encore une fois, de dimension religieuse, mais on le trouve chez Ponge, par exemple, dans Le regard de telle sorte qu'on le parle, il dit les muettes instances que nous font les choses, qu'on les parle. Qu'est-ce que c'est que cette réclamation des choses? Qu'est-ce qu'elles ont à nous réclamer la parole? Alors, c'est vraiment une question ouverte parce que je n'ai évidemment pas la réponse. Je pense à évidemment ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une structure d'appel dans notre relation à une réalité qui est à la fois donnée, soustraite, visible, invisible, etc. Et en même temps, voilà, cette inflexion du côté de l'appel, de la demande, d'une réponse, un appel, c'est quelque chose d'assez, pour moi, reste mystérieux. Je pense à la phrase de Merleau-Ponty, mais l'être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience. Oui, bah c'est... Moi aussi, je me pose la question. Donc, mais c'est vrai que chez Jacotet aussi, on a presque la même méditation sur cette exigence du monde à demander une prise de parole. Chez Jean-Paul Michel, ça prend davantage la forme d'une réponse. Moi, ça m'a beaucoup frappé, cette réponse qui est aussi au sens musical. Il y a quelque chose de très musical dans cette réponse. Et également l'idée de mémoire, de rémanence de quelque chose qui, sans cela, serait perdu. Et la parole permettrait de revenir sur une perte, non pas de la combler, mais de revenir sur cette perte. Et moi, je l'ai lu comme aussi comme un miroir, une forme de miroir, c'est-à-dire que le texte est aussi une injonction, mais c'est une injonction qui répond à une injonction, et qu'il a autant de force, le texte, que le réel dans ce miroir où tous les deux vont se regarder et vont lutter aussi. Il y a une lutte. La réponse, c'est pas seulement une réponse tranquille, c'est une réponse violente, faite à la violence. Il y a un combat, on est sur un ring et on travaille au corps. Donc voilà comment je l'ai interprété personnellement. Oui. Guillaume Pierre de Gurbet, vous avez cité Césaire. Donc Non. vous demandez Non, absolument pas. Soleil coupé. Ah, Apollinaire, oui. Apollinaire. C'est Césaire aussi. Ah, il l'a peut-être repris, oui. Oui, mais ça a été repris. C'est repris à ce moment-là, oui. Enfin, bon, ça peut être les deux. Non, mais alors si vous citez Apollinaire, la question tombe. Non, mais ça fait rien. L'essentiel, c'est ce que j'ai cité. Ces zones aussi, voilà. Mais c'est les deux, donc la question vaut quand même, je veux dire. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans le Soleil coupé, Oui. qui est le titre d'un poème de Oui, Césaire, oui. donc je pensais que vous citiez ça. Oui, mais enfin, bon, c'est... Oui. Donc je me demandais si vous établissiez un rapport avec la poésie de Jean-Paul Michel.
Michel et si oui, lequel? Et du non. coup, ma question avait une annexe qui était, vous parlez beaucoup de tremblement. Oui. Et je me demandais si vous établissiez un rapport implicite ou pas avec cette fois la poésie d'Édouard Glissant et ce qu'il appelle la poésie du tremblement. D'accord. Non, en fait, je me suis vraiment consacrée à la poésie de Jean-Paul Michel. Alors, bien sûr, il y a forcément des échos, des intertextes. Là, c'est vrai que en citant ces quelques mots, je revenais à d'autres intertextes. Mais non, je n'ai pas cherché à faire ces rapprochements. En tout cas, ils sont peut-être tout à fait motivés, mais ça n'a pas été ma démarche. C'était vraiment rester dans cette poésie et voir comment elle irradiait à l'intérieur de l'œuvre, voilà, de Jean-Paul Michel. Je le dis souvent en lisant Jean-Paul Michel, effectivement, il n'y a pas seulement une secousse donnée par le réel au lecteur, à nous-mêmes, il y a quelque chose d'autre qui est un appel, mais on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin dans la mesure où il n'y a pas d'autre dimension explicitement ou implicitement métaphysique et religieuse, métaphysiquement religieuse chez Jean-Paul Michel. Et pourtant, la secousse du réel apparaît bien comme étant une injonction auquel le mot comme éclat dans le poème répond, mais l'éclat dans le poème nous est dérobé aussi par le réel. Oui. Et donné par le poème, et le réel nous le dérobe. Sans arrêt. J'en reste à ce mystère. Oui. Oui, je comprends. Et pour moi, c'est une poésie qui en passe par le corps, qui est vraiment très physique. Et il y a le corps, il y a donc c'est une lutte. Il y a un travail de lutte. Par exemple, dans ce fait de couper, de monter le texte comme un monteur au cinéma. C'est une matérialité aussi rugueuse. C'est un éditeur aussi, Jean-Paul Michel. C'est quelqu'un qui a ce concret, cette concrétude des choses. Et le texte n'est pas... c'est pas quelque chose de détaché du réel, c'est pas quelque chose qui justement va vers une transcendance. Non, c'est quelque chose de tout à fait physique, corporel, concret. Et quand il parle d'excision, par exemple, dans le texte, c'est tout à fait physique. Voilà comment je le lis. Et en même temps, je persiste à y voir quelque chose de profondément de l'ordre du mystère. Oui. Quand je me sens très proche, j'avoue, et que je n'arrive pas à dépasser violence. Oui. Si je puis dire. Je pense que c'est pas opposé et qu'il y a du mystère aussi dans le corps et dans le sacré. Oui, voilà. C'est pas opposé. Oui, il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire de Jean-Paul Michel, qui est le mot de commotion. Oui, commotion. Qui renvoie ça choque. À la secousse. C'est-à-dire qu'au fond, en même temps, si on analyse ce terme de commotion, il y a une mise en mouvement qui est le fait du réel lui-même, mais en même temps une reconnaissance d'un mouvement qui est celui du réel lui-même. Il y a le poète, l'existant, le Dadaï est mis en mouvement par le réel. Alors, ça paraît plus intéressant parce que ça renvoie peut-être à une notion qui serait celle de l'appartenance, ce qui essaie de cerner peut-être la poésie de Jean-Paul Michel, c'est cette appartenance à la puissance de l'être au sens spinoziste. Et je préférerais ça parce qu'on reste dans une immanence, alors que la notion d'appel, elle a évidemment une dimension religieuse au fond qui me paraît impliquer un dualisme, une transcendance qui ne me semble pas au cœur de la démarche poétique de Jean-Paul Michel. Alors, ça renvoie aussi à tous les débats qu'on a eus sur la question du sublime. Je crois que ce matin, tout à l'heure, Michel Collot a employé la formule, le titre d'un livre de Jean-Louis Chrétien qui est L'effroi du mot. Effectivement, Jean-Paul Michel est de ce côté-là, c'est-à-dire non pas du côté du sublime en tant qu'il fait référence à quelque chose qui est de l'ordre du manque, mais du côté d'une beauté qui est bien immanente au réel, mais qui cependant
schrecklich, comme vous dites, peut-être l'effroi du côté d'un affect qui est quand même de l'ordre de la terreur. Oui, de la terreur. La définition du sacré. Le sacré du sacré. De photo, c'est tremendum et fascinant. Non, à la fois, ça pourrait être facile, même pas. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le tremendum et le fascinance, oui, c'est. Il y a l'idée d'énergie qui rejoint le tremblement et... Voilà. Oui. Juste pour faire écho à ce que vient de dire Jean-Claude Vincent, je n'opposerai pas l'immanence et transcendance. Je veux dire que... pas les opposer. Voilà, tout ce que les poètes aussi, je crois, nous apprennent, c'est qu'il y a une transcendance dans l'immanence. Exactement. Et c'est quelque chose qui ne suppose pas une transcendance au sens d'un étang suprême, oui. mais même la pensée heideggerienne de la transcendance est malgré tout, l'étang et l'être sont inséparables, donc il y a une transcendance dans l'immanence. D'ailleurs, c'est tout notre problème. C'est une tension entre les deux. Oui. Le problème, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Oui. C'est la tension entre les deux qui est... Oui. Mais en même temps, c'est ce qui fait que cette immanence s'ouvre de l'intérieur constamment sur un appel. Un appel, oui. C'est vrai que la notion d'appel a des connotations religieuses. J'aime bien une expression qui était employée par là. Je ne sais plus, c'est la critique de la théorie littéraire allemande qui est structure d'appel. Appel structure. C'est-à-dire à ce moment-là, on peut faire l'économie de l'appelant, si je dis. Et juste pour reprendre l'allusion à Héraclite de tout à l'heure, Oui. dans le mot polémos, combat constant, dans cette œuvre, il y a un radical qui signifie aussi la secousse. Secouer le réel à la façon dont on secoue une boisson mélangée pour ne pas la laisser se gâter. Je crois que les deux sont vraiment présents de façon racinale. Je suis d'accord avec toi. Oui. Oui. C'est juste pour faire encore écho, puisqu'on a parlé du sacré, du sublime, le nom du poète Guy a été évoqué. Alors, je vous rappelle que Guy définit le sacré comme justement le risque de la joie totale. Et ça me semble très proche. Notion du sacré chez Jean-Claude Michel, ce risque, la notion du pari, il me semble, Béatrice, que tu as bien fait ressortir le danger également de ce risque, de ce pari, qui est non seulement exaltation, mais effectivement combat continuel avec ses fractures et ses fissures. Oui. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est que c'est une fracture qui fait lien, qui fait constamment lien. Et ça se rapproche aussi de Guy de Wyck, puisque tu parles de Guy de Wyck, hein, où il y a ce lien et ce oui. J'ai pensé tout à l'heure quand Michel parlait du oui à la vie. Et chez Guy de Wyck, il y a constamment ce oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là. Nous allons bientôt baisser la table, donc on se retrouvera tout à l'heure à 15h30, je me rappelle. Merci. 15h30, comme il a dit du château. Merci à tous.